Entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche Entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche Entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche Entretien. Le plateau du savoir. Bienvenue chers auditeurs et auditrices à cette nouvelle édition captivante de notre émission dominicale Dimanche Entretien. Aujourd'hui, nous allons vous plonger au cœur de l'univers complexe du droit pénal, un sujet crucial qui façonne notre société, garantit notre sécurité. Le thème de cette émission est d'une importance bien sûr capitale, principe de la légalité des infractions, des peines et de la procédure en droit pénal. Ces principes tirés du célèbre adage nullum crimen nulla poena nullum judicium sine lege établit que nul ne peut être accusé, condamné ou jugé sans une base légale clairement définie. Nous allons donc avoir l'honneur de recevoir, d'accueillir dans cette émission notre invité de renom, maître Jean-Marie Vianney Alimoula Outera, chef de travaux, qui partagera bien sûr tout à l'heure avec nous son expertise inestimable sur ce sujet fondamental. Ensemble, nous allons explorer donc comment ces principes jouent un rôle crucial en évitant l'arbitraire dans les systèmes judiciaires. Maître Jean-Marie Vianney, bien sûr, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, madame, monsieur, merci à Justin Parogna et entouré des héritiers et Elie à la partie technique. Merci à vous qui nous écoutez en ligne grâce à notre lien internet Radio King de partout dans le monde. Vous êtes connectés. Je m'appelle Eliezer Pitoua. Bien sûr, bienvenue à vous. Encore une fois, merci à Dimanche Entretien. Bienvenue pour ces nouveaux numéros. Encore une fois, maître Alimoula. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, nous faisons exactement les contraires de notre coutume. Je ne sais pas, parce que vous êtes de droit, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé aujourd'hui. Mais notre première rubrique du profil de l'invité, vous allez donc vous-même vous présenter. Nous les souhaitons bien comme ça parce que vous êtes quelqu'un dont les backgrounds est tellement complexes. Ce serait mieux que vous-même vous puissiez prendre parole tout à l'heure après ceci pour votre profil. Dimanche Entretien. Profil de l'invité. Oui, merci beaucoup, monsieur Eliezer, de nous avoir invités sur ces plateaux. Nous sommes vraiment très ravis aujourd'hui et nous saluons tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent à ce moment. Oui, comme vous l'avez souhaité, que nous puissions nous-mêmes nous présenter. En fait, celui qui est au micro présentement, moi, je suis maître Jean-Marie Vianney Alimoula Outera, avocat au barreau près la cour d'appel de l'Ituri. Par rapport à ma naissance, je peux dire, monsieur le journaliste, je suis né à Mahagi ici. J'ai fréquenté mes écoles primaires à l'épée Mamba. C'était depuis 1999
84 plutôt, jusqu'à 2000 à l'EP Mamba. Et pour les études secondaires, j'ai eu à les faire au petit séminaire Jean 23 de Vida. Et après les 6 ans des études secondaires, en section littéraire, bien sûr, les humanités littéraires, j'ai eu à étudier à la propédétique Saint-Antoine-Marie Zacharia, jadis à Vida, et actuellement ça a été délocalisé à Aouzi, en territoire d'Aru. Après les études de la propédétique, j'ai été engagé comme enseignant au complexe scolaire technique Jean-Paul II. Je suis très content aujourd'hui dans ces studios parce que je suis avec mon ancien élève, Monsieur Eli, 5 étoiles que beaucoup connaissent. Il a eu à être récipiendaire de nos connaissances lui transmises. Je suis vraiment très content qu'il soit avec nous et qu'il puisse évoluer dans ce sens-là. Après, au même moment que j'étais en train d'étudier, j'ai fait mes études du premier cycle à l'université du lac Albert de Mahagi. Nous avions commencé sous le label de CEUMAN, Centre universitaire de Mahagi, et après nous sommes entrés dans l'appellation UNILAC, Université du lac Albert. Nous sommes gradués en droit privé judiciaire de cette université. Au même moment que nous étions en train d'étudier, nous avons aussi rendu service au complexe scolaire technique Jean-Paul II, comme je venais de le dire, mais aussi au même moment, j'étais formateur au centre de formation de jeunes Agapé. Là, nous sommes chez les Anglicans, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient de différentes provinces ecclésiastiques anglicanes. J'étais retenu là-bas comme formateur. Et au même moment que je travaillais comme formateur là-bas, j'étais également le secrétaire diocésain de la coordination diocésaine de la jeunesse. Là, on avait travaillé, je pense bien, le directeur, ce fut M. l'abbé Ukelo, qui est actuellement formateur au petit séminaire. Et pendant toujours ces études-là, je ne laissais pas de servir la communauté et je fus le vice-président des JAL, Jeunesse à Lourdes de Mahagi, et vous connaissez les slogans actuels qui se répondent, c'est JALEA, et on a servi aussi la communauté dans ce cadre-là. Et après avoir terminé le premier cycle en 2012, il avait fallu que nous puissions continuer nos études de licence, raison pour laquelle nous avions opté partir à Kisangani pour ces études-là de licence, et c'était toujours en faculté de droit, département de droit privé et judiciaire. Là, nous sommes dans la province, dans l'actuelle province de la Chopo, jadis province qui était dans, lorsque la province orientale n'était pas démembrée. Je pense que nous étions dans la grande province. Monsieur le journaliste, à peine arrivé de retour donc de Kisangani, il avait fallu que nous puissions continuer toujours à servir la communauté, raison pour laquelle, sans même que nous ne puissions d'abord être avocats, nous avons été retenus comme superviseurs de la clinique juridique à Paji Mahagi, dans le cadre du programme de PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement,
et c'était le programme dénommé Justice, autonomisation et dignité des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo. C'était un programme financé par PNUD. Et pendant que je travaillais comme superviseur de ces programmes, lors de l'élection du premier comité du complexe scolaire 16 enfants de Fatima, j'ai été élu comme président du comité des parents et jusqu'à ce jour, je sers ce complexe scolaire 16 enfants de Fatima comme président. Je profite pour saluer aussi les comités, les autres membres du comité. À l'année académique 2018-2019, j'ai été retenu comme assistant à l'université du lac Albert de Mahagi, UNILAC en sigle. Après une année de prestations, il a plu à l'autorité, c'est-à-dire le recteur de la dite université, de pouvoir nous désigner ou nous confier la charge du départ de 3 facultés: faculté de droit, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, mais aussi la faculté de sciences de l'information et communication. Et là, nous avons assumé la fonction justement de chef de département de ces 3 facultés. Après une année encore, comme chef de département dans ces 3 facultés, il a plu à l'autorité, le recteur de la dite université, UNILAC, de me confier une autre responsabilité, une autre charge. J'ai laissé le poste de chef de département pour regagner le bureau de la direction des services académiques de cette université. Et donc là, je suis le directeur des services académiques de l'université du lac Albert de Mahagi. Monsieur le journaliste, épris des soucis de servir les citoyens congolais et particulièrement les citoyens du territoire de Mahagi, étant donné que cette vocation était ancrée en moi, il fallait que je puisse défendre la cause de mes concitoyens, les droits de mes concitoyens, raison pour laquelle je me suis lancé dans la profession d'avocat. Mais avant de devenir avocat, il y a toujours des étapes à suivre, entre autres les concours. Les concours, c'est après ces concours-là, lorsque vous réussissez, c'est alors que vous pouvez prêter serment comme avocat. C'est ce qui fait que actuellement, je suis maître avocat au barreau près la cour d'appel de l'Ituri. C'est à cette qualité aussi, à titre informatif pour nos auditrices et auditeurs, nous avons eu à collaborer mais pour initier une émission dénommée Questions de droit. Tout ça, c'était dans ce cadre-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, le directeur de la RTFM, M. Eliezer, mais aussi je salue M. Ibrahim Oubeling, qui n'a jamais cessé de dire que, en tout cas, il fallait qu'on puisse servir la communauté dans ce sens. Je remercie la RTFM qui a ouvert cette voie pour que la population du territoire de Mahagi surtout puisse bénéficier de quelques connaissances modestes soient-elles de notre part dans le cadre juridique. Monsieur le journaliste, je termine par dire que s'il faut parler de CV, c'est vraiment c'est costaud. C'est élastique. C'est élastique, vous avez raison de le dire. Je termine par dire qu'au niveau du territoire de Mahagi, à part ce que nous faisons, nous aidons également la jeunesse. La jeunesse que nous aidons, c'est dans le cadre de l'association des taximens.
Et là, au niveau de l'association des taximens, je suis comme avocat conseil d'ATMB du territoire de Mahagi. Donc la section, bien sûr, avec les différentes sous-sections. Je peux m'arrêter à ce niveau-là pour ne pas encore pousser très loin. Je pense que d'autres choses, même dans l'ombre, les gens sont en train de savoir ce que nous faisons. Et voilà, c'était le profil, l'auto-profil de notre invité. Comme vous venez de le suivre de sa propre bouche, ses propres verbes, il s'est présenté. Maître Ali Moula, c'était vraiment costaud, élastique et très profond. Un parcours brillant, il faut le dire. Mais une question me revient à l'esprit. Pourquoi avez-vous choisi le droit? Oui, monsieur le journaliste, merci bien. Si j'ai choisi le droit, c'est de par d'abord les parcours que nous avons effectués lors de nos études, surtout au petit séminaire, en embrassant les humanités littéraires. Et en étudiant les différents textes au niveau de ces humanités littéraires, latin philo, là, surtout en latin, si vous étudiez l'auteur comme Cicéron, vous allez comprendre la beauté du droit, la beauté de la défense des droits de ses concitoyens. Nous avons été tiqués par cela. Cela nous a vraiment poussé à ce que nous puissions justement embrasser cette faculté-là. Vous êtes un ancien séminariste et vous êtes passé par la propédeutique. Avez-vous aussi peut-être une vision de devenir prêtre un jour? Oui, au départ, monsieur le journaliste, c'était ça la vocation. L'homme propose, mais Dieu dispose. Okay. Raison pour laquelle, après avoir terminé les études de la propédeutique, nous avons eu à écrire à son excellence Monseigneur l'évêque jadis, Monseigneur Marcel Outembitapa, l'actuel archevêque de Kisangani. Il a agréé notre demande, raison pour laquelle nous sommes orientés vers ces études-là de droit, toujours pour servir la communauté. Et si aujourd'hui je suis dans ma peau d'avocat, des juristes et des formations, dans la toge noire, en tout cas, je suis l'homme le plus heureux. C'est en fait ça, monsieur le journaliste. Encore une question pour conclure cette partie de la présentation. Quelle est la place du droit dans une communauté telle que Mahagi, par exemple? Oui, la place du droit, c'est une question vraiment pertinente qui vaut son pesant d'or. La place du droit. Le droit, c'est quoi? Le droit, d'abord, c'est l'ensemble de textes, l'ensemble de règles établies par l'autorité publique afin d'harmoniser les rapports entre les personnes dans une société donnée et pendant aussi une période bien déterminée. Là, si nous définissons le droit de manière objective, parce que subjectivement, le droit veut dire prérogative reconnue à une personne. Pour revenir à votre question, vous demandez quelle est la place du droit. En fait, monsieur le journaliste, nous devons savoir que le droit est consubstantiel à l'être humain. Sans droit, la société va vivre un désordre qui ne dit pas son nom. Les droits harmonisent les rapports des individus, les rapports des personnes dans la communauté. Et sans droit, ce n'est que la jungle, ce n'est que le désordre. Or, personne ne peut vivre dans le désordre dans une communauté. Ce n'est pas pour rien qu'on a établi ces règles-là. Dans une société, là où il y a une société, il y a un principe général de droit dit, là où il y a une société, là aussi est le droit. Et donc, le droit est
indispensable dans une société. Merci beaucoup, madame, messieurs, auditeurs et auditrices de la RTFM. Vous écoutez Dimanche Entretien. Nous recevons le maître Jean-Marie Vianney Alimoula ou Terra, chef des travaux. Avec nous discutons de notre sujet du jour, 082 288 77 78. Nous avons suivi votre présentation. Nous entrons déjà dans notre sujet. Maître Alimoula, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept qui constitue d'ailleurs notre sujet aujourd'hui, le principe de la légalité des infractions, des peines et de la procédure en droit pénal? Qu'est-ce que cela veut dire? Merci bien. Le principe en fait de la légalité de peine, de légalité des infractions ou incriminations, des peines, mais aussi de la procédure en droit pénal. D'avance, nous disons que c'est un principe que nous, juristes, nous disons c'est un principe sacro-saint en droit pénal. Maître, sauf votre respect, je voudrais un peu qu'on revienne un peu sur le droit pénal parce que le droit est tellement vaste. Et pour que les auditeurs soient un peu fixés, on parle de droit pénal, mais pas d'autres droits. Est-ce que vous pouvez nous placer le droit pénal par rapport à d'autres droits? Oui, le droit pénal, en fait, c'est une branche de droit, du droit public. Du droit public, et c'est un droit qui est là comme garde-fou de la société. Parce que sans ce droit-là, les droits, les libertés des citoyens peuvent être violés à la merci de ceux-là, des personnes mal intentionnées. C'est un droit qui réglemente la manière dont les gens doivent se comporter dans la société. Et si votre comportement va à la contre, il y a des sanctions qui s'en suivent. Et ces sanctions-là, vous allez observer, c'est à travers les organes de répression. Nous avons la police. Lorsqu'on dit police, et là, il y a la prévention, mais aussi il y a la répression. Du côté volet répression, là, il faut directement se dire que c'est le droit pénal qui intervient. Nous avons le parquet. Si nous avons le parquet comme organe de répression, je vous dis que là, ce n'est pas un autre droit. C'est uniquement le droit pénal. Et l'officier du ministère public, d'ailleurs, est appelé avocat de la société. Et donc, ce droit-là, c'est un droit qui garantit la défense de la société contre des personnes qui peuvent violer la loi pénale. Aujourd'hui, ce n'est pas un autre droit. Ce n'est pas autre loi si ce n'est que la loi pénale. Merci beaucoup. Alors, poursuivons la loi avec qui prévoit les infractions et des sanctions. D'accord, merci. C'est bien clair. La loi qui prévoit les infractions et les sanctions. Voilà. Donc, le principe dont nous parlons aujourd'hui, le principe de la légalité des infractions, des peines et de la procédure en droit pénal. En quelques 2 minutes, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, s'il faut comprendre ces principes à peu de mots, le sujet d'abord c'est le principe de la légalité des infractions, de peine et de la procédure en droit pénal. Nous avons dit en droit pénal parce que c'est un principe qui transcende les frontières. C'est au niveau international qu'on parle de ces principes-là. Nullum crimen nulla poena, nullum judicium sine lege. Mais alors, comme nous parlons de droit pénal et nous sommes en République démocratique du Congo, ça signifie que son application doit être bien recadrée par les législateurs congolais. Et parlant de ces principes, lorsqu'on dit principe de la légalité, en peu de mots, nous ne sommes pas l'auditoire, permettez-nous, pour que la population comprenne. L'émission est aussi pédagogique. Voilà. Un peu explicite. Pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est. Nous avons 3 parties là-bas. L'égalité des infractions, l'égalité des peines, l'égalité de la procédure. Parlant de l'égalité des infractions,
infraction ou incrimination. Ça veut dire que on ne peut pas avoir de fait infractionnel que le législateur n'a pas prévu. Ok. Pour dire que faut pas tirer quelque chose de nulle part. Voilà. Et au plat venir l'exposer. Effectivement. C'est pour dire que pour qu'un fait un acte soit qualifié d'un acte infractionnel, il faut que l'on retrouve cela, le soubassement. Il faut que ça soit prévu par la loi. Préétabli par les législateurs, à tel point que personne et alors personne ne peut s'arroger le pouvoir ou l'audace de dire action pendant que le législateur ne l'a pas prévu. Ça, c'est la légalité des infractions ou des incriminations. De l'autre côté, nous avons la légalité des peines. Nous la poena sine lege. Aucune peine sans loi. Pour qu'on puisse infliger, frapper quelqu'un pénalement, ça signifie que la loi a prévu aussi cette sanction-là. Si la loi n'a pas prévu, on ne peut pas bricoler ou fabriquer une sanction ou une peine. Ça, c'est la légalité des peines. De l'autre côté, nous avons la légalité de la procédure. C'est le nullum iudicium sine lege. Ça signifie que la procédure à suivre, les différentes formalités, les schémas. On ne crée rien. On ne crée rien si ce n'est que le législateur qui l'a déjà préétabli. Et de l'interpellation, de l'arrestation jusqu'à l'instruction du dossier, jusqu'à ainsi de suite. Effectivement, monsieur le journaliste, on ne crée rien en droit pénal. C'est le législateur qui met les garde-fous. Pourquoi? Le droit est droit, mais vous allez constater que les animateurs judiciaires qui sont mal intentionnés pour telle ou telle autre raison peuvent commencer à intimider les citoyens pour dire ce que tu as commis ici c'est une infraction, mais où est le soubassement? Où est le soubassement? Et là encore, les citoyens doivent être très, très prudents parce que le droit pénal, c'est une matière technique. La personne peut vous dire vous avez commis telle infraction, vous donnez les noms de l'infraction, pendant que s'il faut analyser les éléments constitutifs de cette infraction, entre autres l'élément légal, l'élément matériel et l'élément psychologique ou intentionnel, là vous allez vous retrouver que il n'y a pas infraction et c'est parce que dans les cas contraires, en tout cas, on peut faire souffrir un citoyen sans motif. Le principe, peut-être que vous venez de le dire, nullum crimen, nulla poena, nullum iudicium sine lege en droit pénal. Et pourquoi est-il essentiel pour notre système judiciaire? Ce principe est essentiel pour notre système judiciaire. Nous disons que c'est un principe sacro-saint, sacré et ce qui est saint déjà, mais sacré au carré. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de moindre. Le législateur voit dans ces principes-là une garantie, une protection des droits des citoyens, des libertés des citoyens, de telle manière qu'on ne peut pas arriver à arrêter n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et vous voyez, c'est une protection en fait des droits et libertés des citoyens dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que l'arrestation doit se faire selon la légalité, la détention aussi doit se faire selon la légalité, la condamnation selon la légalité, ainsi de suite. Nul n'est au-dessus de la loi. Et ces principes viennent maintenant dire que, en tout cas, on doit tout faire selon que la loi l'a prévu. Et ce que la loi n'a pas distingué, personne ne peut distinguer. Ce que la loi n'a pas dit, personne ne peut le dire. Alors, nous allons bientôt aborder les cas très concrets, les exemples. Mais avant d'y arriver, Maître Ali Moula, comment
ces principes garantissent-ils les droits individuels? Et comment ces principes peuvent aussi protéger les citoyens contre l'arbitraire judiciaire? Oui, c'est une garantie. Cette garantie-là, plus c'est contre l'arbitraire. L'arbitraire, ça signifie que la personne voudrait faire son gré, sa volonté, et non pas la volonté de la loi. Or, avec en d'autres termes, simplement violer la loi. En fait. Voilà, violer la loi. Et ces principes ici, je les répète, viennent recadrer les faits infractionnels, vient aussi recadrer les sanctions, vient recadrer la procédure à suivre pour une affaire qui est en instruction, soit à l'étape préjuridictionnelle. Là, nous sommes au niveau de la police et du parquet, enquête préliminaire, et puis la phase préparatoire, parce qu'on doit préparer justement les dossiers pour la phase juridictionnelle. Qui dit phase juridictionnelle, là nous sommes au niveau des cours et tribunaux où il y a des juges qui vont maintenant établir la culpabilité, et cela doit se faire par la condamnation ou encore l'acquittement. C'est en fait une garantie dans ce sens-là contre l'arbitraire. L'arbitraire de qui? De qui? L'arbitraire du juge, des magistrats, ok? L'arbitraire des OPJ, l'arbitraire aussi d'autres animateurs, même des agents de l'administration, parce que certaines personnes peuvent dire, bon, ça c'est mon secteur, c'est mon service, vous fais ma loi. Voilà. Et ça c'est très dangereux dans un état de droit, un état dans lequel ce sont les règles qui conduisent mais Maître Ali Moula, beaucoup de gens souffrent en silence par rapport à ces principes-là. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner quelques exemples concrets de cette situation, de la violation surtout de ces principes? Oui, vous avez dit beaucoup souffrent. Et pourquoi ces gens souffrent? C'est à cause de l'ignorance. L'ignorance tue. Ignora necat à latin. L'ignorance tue. Et de l'autre côté, l'ignorance vous tue physiquement parce qu'on va vous détenir parfois illégalement. L'ignorance tue pécuniairement parce que vous allez dépenser parfois des montants colossaux pendant que vous ne devrez pas les payer. L'ignorance tue à plusieurs niveaux. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances. Bon. Vraiment, c'est ce que nous regrettons, et nous voudrions que pour échapper à de tels traitements, que les citoyens puissent ouvrir les yeux. Parce que je fais la ronde du territoire depuis que je suis revenu de Kisangani. C'était lamentable. Et c'est cela qui nous a justement poussé à ce qu'on puisse initier. Je fais le plaidoyer, et heureusement, la RTFM avait accueilli cela d'ouvert. Ces solutions commençaient à sensibiliser la population par rapport à leurs droits, mais aussi par rapport à leurs devoirs, et aussi vulgariser certaines lois. Parce que si vous ne connaissez pas votre droit, comment vous allez vous défendre? Et si vous ne connaissez pas la loi, comment vous allez réclamer qu'on est en train de léser vos droits? C'est un peu ça. Nous devons justement être aux aguets, parce que l'arbitraire gagne le terrain. Est-ce que vous nous donnez un exemple de l'arbitraire? Un exemple concret. Dans ces trois secteurs dans ces principes-là, peut-être qui concerne le principe de la légalité, par exemple, des infractions. Oui, par rapport au principe de la légalité des infractions, les cas sont légion. Nous faisons les terrains, nous ne fabriquons pas des cas. Est-ce qu'il y a des infractions que les acteurs par-ci par-là fabriquent tout simplement, qui n'existaient pas en territoire de Maïs? Prenons un cas. La Constitution dit que la dette n'est pas une infraction.
Mais vous allez voir que cette dette sera métamorphosée, transformée en abus de confiance. Abus de confiance, voilà. Et ça sera transformé en abus de confiance du seul fait que il y a eu un acte par rapport à ça, un écrit, une décharge. Je reconnais avoir récupéré 100 $ d'entre les mains de Maître Ali Moula, je paierai après 2 jours. 2 jours passent, je ne paye pas, ça devient carrément... Selon certains, ça devient abus de confiance. Abus de confiance. Est-ce qu'ils ont tort? Vraiment, de telles personnes ont tort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas transformer la dette à l'abus de confiance, même s'il y a un écrit. Il y a une nette différence entre les deux concepts. Alors, c'est quoi concrètement alors Oui, concrètement, la dette, je peux donner un cas pour que les auditrices et auditeurs qui nous captent à ces moments puissent bien comprendre. Nous sommes avec vous, Monsieur Eliezer. Je viens vers vous, ça je donne les cas des dettes, je viens vers vous, j'emprunte un montant auprès de vous, j'ai dit, Monsieur Eliezer, en tout cas, veuillez me prêter 50 $. Je pourrais vous rembourser cela dans l'échéance bien déterminée, peut-être 1 semaine ou 1 mois. Vous me demandez, mais qu'est-ce qui peut garantir cette dette ici? J'ai dit non, par rapport à ça, en tout cas, je vais écrire, je vais laisser une décharge, un acte de reconnaissance dans ce sens-là. Et j'écris, moi tel, je reconnais avoir emprunté auprès de M. Eliezer une somme de 50 $ à rembourser en dehors 1 semaine ou 1 mois. J'étais peut-être en difficulté, je ne l'ai pas remboursé, ou encore c'était par mauvaise foi que je ne me suis pas acquitté. Comment régler ça? Alors, comment régler ça? C'est une dette. Là, ce n'est pas une infraction. Je n'ai pas le droit d'aller... Vous n'avez pas droit d'aller à la police. Vous n'avez pas droit d'aller au parquet parce que la loi est claire. Même la Constitution, la loi fondamentale dit il n'y a pas de cas d'arrestation ou de détention pour dette. Mais la loi n'a pas laissé cela à la merci de ces gens-là, des mauvaises foi ou des mauvaises volontés. La loi a maintenant prévu que en cas de dette, parce que c'est une affaire civile, il faut aller saisir le tribunal en matière civile, pas le tribunal en matière pénale. Ok, quelle est la différence entre, parce que c'est déjà beaucoup d'informations à la fois, la différence entre tribunal en matière civile et en matière pénale pour que nos auditeurs qui nous écoutent à Djupa, Nyalengi là-bas puissent comprendre. Oui, lorsque nous parlons de tribunal civil ou juridiction civile, ça signifie que ce sont des matières qui ne rentrent pas dans le cadre des droits pénals. Ok. C'est-à-dire quoi, maître? Ça signifie que vous avez été préjudicié. Vous êtes victime. Oui. Ok. On a violé votre droit subjectivement. Mais en matière civile. En matière civile, ça signifie que entre vous particuliers, vous vous êtes arrangé. Vous vous êtes arrangé, mais cet arrangement-là ou cet acte-là n'est pas dans la nomenclature des infractions. Mais justement, Maître Ali, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le législateur qui nous met en mal tout ça? Pourquoi ne pas avoir prévu la dette comme, n'est-ce pas, une infraction de droit pénal? Je venais à peine de dire ce que la loi n'a pas dit, personne ne peut le dire. Ce que la loi ne distingue pas, personne ne peut venir distinguer.
on doit rester dans la légalité. La légalité, ça signifie quoi? C'est ce qui est conforme à la loi. La loi. À la loi. Bon, dans ces cas, alors, le tribunal civil fait quoi? Le tribunal civil pourra organiser l'audience. Et lorsque l'audience est organisée, on va instruire les dossiers pour comprendre les contours, son contour. Et comme nous sommes dans le système de balance, vous voyez en fait les logos ou bien l'emblème, le symbole du droit de la justice, c'est la balance. Oui. Maintenant là, le juge verra si ça pèse de quel côté. Ok. La balance pèse de quel côté, qui a tort, qui a raison. Et lorsqu'on vous condamne, ça sera une condamnation en matière civile où vous allez, par exemple, restituer les montants que vous avez empruntés, mais aussi, vous en tant que victime, vous avez droit de solliciter les dommages et intérêts pour avoir été lésé dans votre droit. Ces dommages et intérêts sont prévus par la loi? Les dommages et intérêts, c'est prévu par la loi, mais les montants n'est pas prévu par la loi. Parce que là, et qui fixe le montant? Le tribunal va fixer le montant et on va apprécier justement, l'ampleur du dossier pour fixer le montant, mais le montant doit être d'abord sollicité par la victime dans ce cadre-là. Ok, alors ça, c'est terrible. Bon, comme nous parlons de ces principes-là, est-ce que vous pouvez aussi nous donner un exemple? Parce que là, on a pris juste un exemple par rapport à la dette qui parfois se transforme. Vous avez dit c'est métamorphose en abus de confiance. Sur le plan procédural, oui. Quelqu'un qu'on arrête aujourd'hui, la loi dit qu'il peut être détenu ou je ne sais pas, gardé à vue pendant quelques heures. 48 heures. 48 heures. Mais bon, ça dépend parce qu'il faut maintenant voir vous êtes à quel stade, à quelle phase. Lorsque nous sommes à la phase préjuridictionnelle, là, nous scindons les stades en deux. La phase en deux. Il y a la phase préliminaire. Et là, nous sommes au niveau de la police. C'est l'instruction préliminaire. Nous avons aussi la phase préparatoire. Là, c'est au niveau du parquet. Au niveau de l'enquête préliminaire, la loi est claire. Et même la constitution de notre pays est claire. Que à la police, les suspects ne peuvent faire que 48 heures, ne peuvent être placé en garde à vue que pendant 48 heures. Okay. Dépasser ces délais, l'officier de police judiciaire doit déférer les dossiers, doit déférer les cas devant l'officier du ministère public. Et là, nous sommes à l'enquête, à la phase préparatoire. Et même là-bas, au niveau du parquet, le magistrat ne peut pas se comporter comme un surhomme ou dire qu'il est au-dessus de la loi. Au niveau du parquet, la loi reconnaît aussi les délais à un magistrat, tel que lorsque le dossier atteint le magistrat du parquet, l'officier du ministère public sur le plan procédural, là c'est la procédure, le nullum iudicium sine lege, le magistrat du parquet a un délai de 5 jours. 5 jours dépassés, ça c'est pour mapper, pour le mandat d'arrêt provisoire. Ce que vous appelez mapper. Oui. Là c'est le MAP, mandat d'arrêt provisoire. Ça a un délai de 5 jours. Okay. Dépasser les 5 jours, l'officier du ministère public, c'est-à-dire le magistrat du parquet, doit demander au juge la prolongation de ces délais. Jusqu'à quand? Là, c'est maintenant 15 jours.
Ça c'est, là nous sommes au parquet. 15 jours de prolongation. Pourquoi il y a prolongation? Parce qu'il peut se faire que le magistrat du parquet n'a pas terminé ses enquêtes. Okay. Il doit bien fouiller avant de saisir les tribunaux. Okay. Parce que là, c'est la phase préparatoire. Il prépare les dossiers pour les tribunaux. Okay. De telle manière que là, au niveau du tribunal, qu'il ne soit pas en difficulté de brandir les éléments de preuve. Alors, Maître Ali Moula, je voudrais revenir toujours dans les cadres de la légalité des procédures. Quelqu'un, ben voilà, sur le plan arrestation, comment devrait se passer cette étape-là de l'arrestation? Comment on doit arrêter quelqu'un? Parce que parfois, c'est ridicule, vous voyez, on traîne quelqu'un comme ça avec des ceintures et on vous ligote, je ne sais pas comment, on vous balance, on vous jette comme un sac. Comment devrait se passer exactement l'arrestation? Oui, en fait, l'arrestation, même la détention, doivent se faire dans le respect des droits fondamentaux des citoyens. Lorsqu'on dit arrestation, ça signifie que la personne à charge de qui les documents de la justice a été envoyé ou transféré est soupçonné. Là, c'est au niveau de la police. On soupçonne on suspecte que la personne aurait commis, permettez-moi les conditionnels, aurait commis. Parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est encore un autre principe général de droit, justement, c'est la présomption d'innocence. Je crois qu'on va y revenir parce que souvent il y a des flagrances, mais on dit toujours que les messieurs... Pas de souci. Lorsque nous disons l'arrestation, ça doit se faire conformément à la loi. Quand est-ce qu'on doit arrêter? Le législateur a prévu que l'arrestation ne peut pas se faire avant 5 heures ni après 21 heures. Vous voyez que le législateur a bien placé l'affaire. Donc quelqu'un vient à 21h05 pour vous arrêter, c'est pas prévu, c'est arbitraire. À moins que ou à 22h. À moins que ça soit un cas de flagrance. Mais si ce n'est pas un cas de flagrance, là ça sera une arrestation qui est arbitraire. Donc un cas de flagrance, par exemple, un bandit appréhendé à pleine nuit, à pleine action, main dans le sac. Voilà, il y a la flagrance, la flagrance, là nous avons l'infraction flagrante, mais aussi nous avons une autre notion d'infraction réputée flagrante. Ça signifie que l'infraction flagrante, on vous a attrapé. Ok? C'est l'infraction qui se commet ou bien qui vient de se commettre. Là, c'est un cas de flagrance. Mais réputé flagrante, ça signifie que vous êtes poursuivi par une clameur publique et on est en train de crier Moïbi, vous êtes en fuite. Là, ce sont des cas qui peuvent justement faire l'objet d'arrestation à tout moment. Maître, il y a une question par rapport à ça. Oui. On cherche un bandit toute la journée. Bon, pas un bandit, n'importe qui. On vous poursuit. Oui. Ce n'est pas un cas de flagrance. Vous vous cachez toute la journée. Personne ne vous voit. Et vous attendez 22 heures pour circuler. Et on vous voit quand même circuler. On vous laisse tranquille ou on fait quoi? Justement, comme nous disons, en cas de flagrance, si vous avez commis peut-être à 20h, à 21h, cette infraction-là, vous commettez, ou à 22h vous êtes en train de commettre, on met la main sur vous. Parce que là, c'est aussi le législateur qui l'a prévu. Non, mais en dehors de ça, on doit suivre la procédure parce qu'il y a des actes de procédure. Il y a des actes de procédure lorsque nous disons convocation, invitation ou mandat de comparution, mandat d'amener. Ce sont des actes de procédure que le législateur a prévu. Ça, c'est pour d'autres cas et non pas pour les cas de flagrance. Ok.
Donc, on ne peut pas mettre la main sur vous. On peut vous arrêter même à 22h. Pour les cas de flagrance, en tout cas. Mais si ce n'est pas la flagrance, mais on vous cherche activement. Si et on ne vous voit nulle part. Justement. Mais c'est à 22h que vous apparaissez. On vous cherche depuis plusieurs mois. Si ce n'est pas la flagrance, on doit respecter la procédure. On vous laisse tranquille. On doit activer la procédure normale en émettant par exemple le mandat d'amener. Et ces mandats d'amener, ça signifie que ça a un délai. Pour un autre cas. Un délai de 3 mois renouvelable. Okay. On peut faire on peut faire la ceinture pour voir où est-ce que vous êtes, et dès qu'on va vous retrouver, on peut mettre la main à tout moment. Mais pas n'importe quel moment, parce que ça ne serait pas un cas de flagrance. Et lorsque si on le faisait, ça serait une violation justement on doit vous libérer de la procédure. On vous libère ou pas? La libération comme telle, on a mis la main sur vous, c'est maintenant à ces acteurs-là de la procédure de voir ces cas. Et le plus souvent, on ne libère pas parce que on a mis la main déjà sur la personne. Mais on peut quand même alléger certains. Si votre défenseur peut-être s'y connaît, on peut quand même vous alléger vos peines, parce que vous avez été arrêté de manière, qui n'est pas prévue par la loi. Non, en fait, dire que diminuer la peine ou ceci ou cela, ça peut dépendre des circonstances. Et est-ce que ce sont des circonstances aggravantes? Est-ce que ce sont des circonstances atténuantes? C'est à ce niveau-là qu'on peut voir si on peut alléger ou pas. Mais de l'autre côté, il est toujours mieux conseillé, comme vous venez de parler d'avocat conseil ou d'un conseil, il faut que les gens puissent avoir cette culture-là, surtout partant de ces principes de la légalité, des infractions, des peines et de la procédure. Parce que les commis des mortels ne maîtrisent pas les méandres de la justice. Ou les rouages de la justice. Ceux qui maîtrisent les rouages de la justice, qui peuvent détecter justement que tel cas est irrégulier et tel autre est régulier, ce sont ces gens du domaine qui ont eu à étudier le droit dans cette faculté même, qui maîtrisent les notions justement de droit pénal. Parce que au niveau, par exemple, de la police, ce ne sont pas tous les policiers, tous les OPJ qui ont fait les études de droit. Il y a de ceux-là qui ont embrassé d'autres domaines et qui se sont retrouvés au niveau de la police et ont eu à suivre la formation, et on les a affectés comme étant OPJ. Mais c'est une formation de quelques temps. Par exemple, un mois, ce n'est quelques temps. Il faut toujours se faire accompagner. Vraiment, se faire accompagner serait indispensable, Monsieur Eliezer. Maître Alimoula, nous allons bientôt conclure, finir cette émission, mais il y a des autres questions, des curiosités qui m'arrivent là. Il y a des cas concrets. Je donne les deux cas. Le premier cas, c'est que il y a des rumeurs qui se répandent comme ça. Si un individu qui vient de commettre une infraction, le cas des bandits, peut-être à pleine journée, il est en train de courir avec des clameurs derrière lui, les gens sont en train de poursuivre. S'il s'oriente sous l'emblème national, je vous dis bien, ce sont des rumeurs, moi je ne sais pas comment confirmer ça. Vous êtes, du domaine, vous allez nous éclaircir, parce que moi je dois parler à la place des auditeurs. Oui. Allez sous le drapeau, si Maran était à drapeau, personne ne va vous toucher. Bon, là... Toujours dans le cadre de ce drapeau-là, lorsqu'on est en train de hisser ou déhisser le drapeau, on sonne, vous nous arrêtez pas, vous arrête une infraction ou pas? Monsieur le journaliste, par rapport à ça, nous devons savoir que
l'emblème, c'est le symbole national qu'on doit respecter. Dire que vous êtes poursuivi par la clameur et que vous saisissez le poteau du drapeau, les mains du drapeau, personne ne pourra vous toucher. Bon, peut-être ce sont des pratiques que certains, ce n'est pas prévu par les législateurs comme tel. Mais sinon, lorsque la personne court vers la police, par exemple, et juste saisit les mains du drapeau, c'est pour demander secours. Ok, c'est pour demander secours. Pourquoi? Parce que cette clameur publique doublée de la justice populaire, c'est ça ce qui fait que la personne court si vite pour aller au niveau des organes de l'État pour juste la protection. Pour la protection, même si la personne aurait commis une infraction, mais du fait que la personne s'est présentée là-bas, c'est pour que d'abord sa vie soit protégée, qu'il n'y ait pas justice populaire et la loi pourra faire son travail par rapport justement à son infraction commise. Je pense que c'est ça, mais alors, sinon ce sont des pratiques. Qu'on est en train d'hisser, c'est une infraction de ne pas s'arrêter. En fait, là, le fait de ne pas s'arrêter, ça peut entrer dans le cadre même d'outrage à l'emblème. Et là, c'est prévu par les législateurs. L'outrage à l'emblème national, c'est une infraction. Qu'est-ce que vous encourez? On encourt la sanction parce que c'est une infraction. Et si malheureusement le temps nous presse, je pouvais fêter justement le code pénal, livre premier, et retrouver cette infraction-là, par exemple, d'outrage à l'emblème national. Et ce sont des choses qu'on doit vraiment bien savoir, parce que certains sont en train de bafouer cette façon-là que le législateur a eu à prévoir, mais aussi il arrive des fois que certains puissent faire quoi? Puissent même saboter les agents de l'ordre par rapport à ça, pour commencer à huer sur eux, ou encore à leur tenir des propos malveillants ou bien des propos malsains. Les citoyens doivent comprendre que il y a justement des choses qui sont prévues par les législateurs, des actes que parfois les citoyens ignorent. Il y a un auditeur qui pose la question. Les législateurs. Il y a un auditeur qui pose la question. Il dit: quel est le document qu'un officier doit remettre à quelqu'un qui paye une amende à l'État? Normalement, on doit remettre un reçu. Un reçu devrait être remis à la personne qui a payé l'amende. Pourquoi? Parce que l'amende transactionnelle, c'est un montant qui doit être versé au trésor public et non pas empoché. Mais ce sont peut-être des pratiques qui gagnent le terrain. Vous verrez deux fois ces amendes-là n'atteignent pas la destination, autrement dit les trésors publics. Oui, monsieur le journaliste, heureusement, j'ai retrouvé ça. Oui. Si vous prenez l'article 138, il est prévu justement des outrages envers l'emblème national. Et il est clairement dit là-bas, sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 mois celui qui aura publiquement outragé l'emblème national. Outrager l'emblème signifie quoi? Outrager l'emblème national, ça signifie que c'est cet acte-là de sabotage à l'égard justement de
de ces symboles. Déchirer les drapeaux, marcher sur le drapeau. Voilà, tout ça, ça c'est brûlé. Ça, ce sont des actes de sabotage, justement. Ou pendant qu'on hisse le drapeau, vous passez tout simplement. Vous passez alors qu'on doit respecter parce que là, c'est la loi qui le prévoit. Voilà, merci beaucoup Maître Ali Moula. Nous allons donc bientôt conclure et comme l'actualité l'oblige, nous sommes sous l'état des sièges. Nous allons conclure par là. L'état des sièges a prévu aussi, a remis en fait la justice entre les mains des militaires, la justice militaire, l'auditorat militaire qui travaille aujourd'hui. Mais je vois que le parquet est aussi ouvert et puis le tribunal de paix également. Comment ça se passe maintenant, là, actuellement, sous l'état des sièges? Même si on les connaît sous d'autres sièges, mais concrètement, en bref, alors, comment ça doit se passer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement pendant l'état des sièges. Et c'est depuis le 21 mars 2021, si ma mémoire est bonne. L'état des sièges, en fait, ne veut pas dire, si vous lisez bien l'ordonnance du président de la République, l'état de siège ne veut pas dire violation des droits humains, violation de liberté des citoyens. L'état de siège, si vous prenez cette ordonnance, d'ailleurs le président a martelé là-dessus et on a justement répertorié certains principes qui ne doivent pas souffrir d'application. Le principe est là, la loi est claire. Mais là où les bancs blessent, c'est quoi? Là où les bancs blessent, c'est tout juste parce que les animateurs, pas tous, quelques animateurs judiciaires, pour telle ou telle autre raison, veulent violer cette ordonnance-là. Vous avez dit, il y a le parquet civil, parquet militaire ouvert, les tribunaux aussi. Oui, monsieur le journaliste, pour le parquet civil, il y a eu des mesures d'application de la loi, de l'ordonnance qui a proclamé justement l'état des sièges. Par rapport à ça, le président a scindé les affaires. Il y a seulement quelques infractions qui étaient jadis de la compétence des juridictions civiles qui sont des infractions qui sont remises à la compétence des juridictions militaires. Mais à part ces infractions qui sont à peine 6 ou 7, toutes les autres infractions doivent être tous les autres cas doivent être instruits par le parquet civil. Alors, à titre illustratif, nous avons l'ordonnance proclamant l'état des sièges, mais aussi qui a prévu des mesures d'application, a listé quelques infractions, à savoir le viol par exemple. Nous avons le meurtre, nous avons l'assassinat, nous avons l'arrestation arbitraire et détention illégale, nous avons, je pense bien, l'escroquerie et d'une manière brève, il ne faut pas faire justement des méli-mélo dans ce sens-là. Il faut voir avant d'aller saisir une juridiction. Il faut d'abord voir cette infraction est de la compétence matérielle de quelle juridiction. Parce que par rapport à la compétence, il faut savoir que il y a 3 types de compétences. Nous avons la compétence matérielle, compétence territoriale, mais aussi nous avons la compétence personnelle. Parlons de compétences matérielles. Pour ce qui concerne les infractions, nous voudrions que les gens puissent télécharger même cette ordonnance-là pour commencer maintenant à bien s'informer sur cette façon-là de faire pour ne pas cogner les têtes des acteurs-là de juridiction. Veuillez aussi répondre à notre auditeur, l'ingénieur Jean Nico, qui dit dans les cas où on ne vous remet pas un document pour certifier que vous avez payé l'amende, est-ce que cet acte n'est pas poursuivable? Bon,
normalement, ça va maintenant. Qui va poursuivre? Il faut que ce soit les autorités qui font l'inspection. Ok. Et Ce n'est pas la personne. Non, ce n'est pas la personne, c'est à ces autorités qui sont chargées de services de contrôle, d'inspection, ok. Peut-être pour savoir que le territoire de Maï, voilà. Et lorsque ça prend autre direction, ça signifie que là, c'est les détournements de deniers publics, parce que c'est un montant qui devrait servir la République. Un mot pour conclure, généralement, ce qu'on vient de dire par rapport à notre thème du jour. Oui, en guise de conclusion, je peux dire que les citoyens doivent connaître la loi. Lorsque vous connaissez la loi, c'est aussi le pouvoir. La connaissance constitue un pouvoir. Okay. Lorsque vous connaissez, vous avez le pouvoir. Merci. Et cela peut permettre que vous puissiez bien vous défendre, Merci. que vous puissiez défendre vos droits Merci. comme il se doit, et pour éviter justement l'arbitraire. Ce principe est une garantie pour nous. Merci. Et à chaque fois que vous êtes devant les instances, n'hésitez pas de contacter justement les gens qui connaissent ces domaines pour ne fût-ce que vous orienter. Merci beaucoup. Et voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine cette émission fascinante de Dimanche Entretien. Nous avons eu le privilège d'explorer en profondeur le principe fondamental de la légalité des infractions, des peines et de la procédure en droit pénal grâce aux connaissances vraiment éclairantes de notre invité, maître Jean-Marie Vianney Alimoula. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche Entretien. Merci beaucoup. C'est vraiment à moi de vous remercier. Je remercie aussi les auditrices et auditeurs qui étaient nombreux à nous capter lors de cette émission. Voilà, merci beaucoup. Une émission qui nous a rappelé l'importance de la loi en tant que bouclier contre l'arbitraire garantissant nos droits et notre sécurité. Nous espérons que cette émission va bien entendu apporter une meilleure compréhension de ces sujets cruciaux à nos auditeurs. Un grand merci à notre invité encore une fois pour sa participation très enrichissante, ainsi que à vous, très chers auditeurs. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Eli Ouchirchan, Justin Parognaï, héritier Ouchirchan également. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, madame, monsieur. Au revoir. Dimanche Entretien. Dimanche Entretien. Et le studio des grandes questions de notre société. Par le Cœur Vert pour les biens du grand nombre. Dimanche Entretien, une émission de la RTFM, vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche Entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche Entretien. Le plateau du savoir.